Bonsoir. Euh, je suis le professeur Bruno Heun, je suis le directeur de la recherche médicale à l'Institut Pasteur et j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire destiné à vous communiquer les principaux résultats de l'étude qui a été menée chez les lycéens et leurs familles du lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois. Nous serons trois à intervenir. Je vais passer la parole au professeur Arnaud Fontanet, qui a été à l'origine de cette réflexion. Arnaud? Oui, bonjour. Je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis chercheur à l'Institut Pasteur, responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes. Je voulais d'abord commencer par vous remercier, tous ceux d'entre vous qui avaient participé aux différentes étapes de cette étude, aussi bien pour l'aide à l'organisation de l'étude que pour les participants eux-mêmes, puisque en venant répondre à nos questions, en acceptant de donner votre sang, vous nous avez permis de réaliser une étude qui est tout à fait unique face à cette épidémie qui vous a touché très durement. Et grâce à votre collaboration, on a des résultats très intéressants qu'on est heureux de partager avec vous aujourd'hui. Mais voilà, je voulais commencer en vous remerciant d'abord pour votre participation qui nous a été extrêmement précieuse. Et j'espère qu'à l'issue de cette étude, eh bien, il y aura d'abord une meilleure compréhension de cette épidémie et peut-être même des outils qui nous permettront de mieux lutter contre ce virus qui, comme vous le savez, est capable d'être responsable de formes vraiment graves de la maladie. Donc, merci encore pour votre concours. Je repasse la parole peut-être à Bruno. Oui, pour poursuivre dans les remerciements, je voudrais remercier pour commencer Madame Hould, la proviseure du lycée Jean Monnet, qui nous a apporté une assistance vraiment très précieuse dans la conduite de l'étude qui a donc été menée dans les locaux du lycée Jean Monnet. Et je propose qu'on commence. Je ne sais pas, j'interroge nos techniciens. Est-ce qu'on a la certitude que tout se passe bien, que tout le monde nous entend? Oui. Parfait, merci beaucoup. Et avant de rentrer dans la présentation de l'étude et de ses résultats, je vais laisser la parole à une des deux personnes qui, en arrière-plan, s'occupe de recueillir les questions que vous pourriez être amenés à poser et qui nous les retransmettront. C'est Nathalie Joly qui va prendre la parole pour vous expliquer comment vous pouvez participer activement en posant des questions auxquelles nous essaierons après la présentation de répondre. Nathalie, à toi. Merci Bruno. Bonjour à tous. Donc, je vous invite à nous adresser vos questions à partir de l'outil qui vous est offert par l'événement. Vous avez normalement à proximité de votre écran une double bulle avec un point d'interrogation qui vous permet d'accéder à un petit module dans lequel vous pouvez nous adresser vos questions. On vous confirmera qu'on a bien pris en compte vos questions, on les retransposera à l'ensemble des participants, ce qui vous permettra de voter pour que cette question puisse être adressée à nos deux présentateurs et ces questions leur seront transmises pour qu'ils puissent y répondre en fin de participation. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, on se charge de faire le relais. Merci à tous. Voilà, donc je reprends la parole pour commencer la présentation de l'étude. On va faire une présentation à deux voix, le professeur Arnaud Fontanet et moi-même. Donc, je vous précise le contexte tout d'abord. Vous avez, dans l'Oise, été le siège d'un premier gros foyer épidémique, ce qu'on appelle un cluster, qui a été révélé à la fin du mois de février par un diagnostic inattendu chez une personne résidente de l'Oise qui n'avait ni voyagé en Chine, ni eu un contact direct ou indirect avec un sujet ayant voyagé en Chine. Ce qui a conduit à soulever l'hypothèse que le virus responsable de cette maladie, Covid-19, avait probablement commencé à circuler dans une zone géographique dans les semaines qui avaient précédé le diagnostic du premier cas, c'est-à-dire probablement durant le mois de février. Et les objectifs de cette étude étaient de constituer ce qu'on appelle une étude séro-épidémiologique en population, la sérologie étant un outil permettant de détecter et même quantifier la présence d'anticorps spécifiques du virus qu'on étudie. Et au moment où on lance cette étude, fin mars, début avril, on pense que l'épidémie, l'essentiel de l'épidémie, ou en tout cas la première vague, s'est déjà déroulée, ce qui permet de calculer
un taux d'attaque, c'est-à-dire le pourcentage de sujets qui, à ce stade-là de l'évolution, présentent des anticorps. Et puis, ça permet aussi d'évaluer chez les sujets qui ont eu une infection, le pourcentage de ceux qui ont fait cette infection avec pas de symptômes ou des symptômes peu graves n'ayant pas conduit à évoquer le diagnostic de Covid-19 au moment où ils les ont présentés. Diapositive suivante. Voilà, donc l'enquête s'est donc déroulée dans les locaux du lycée Jean Monnet entre le 30 mars et le 4 avril, et on avait invité à participer tous les élèves dont on avait l'adresse électronique, en invitant également leurs parents, leurs frères et sœurs. Et puis on a proposé aux enseignants et au personnel non enseignant du lycée de participer également. Donc on a adressé à chacun de vous une note d'information, on leur a demandé d'accepter de consentir à participer à cette étude, ce qui nous a permis de vous interroger, pour en tout cas ceux qui nous écoutent et ont participé, de vous interroger sur l'historique de vos symptômes à partir de la mi-janvier. Est-ce que vous avez présenté des symptômes? Vous vous en souvenez? Quels étaient-ils? Est-ce que le diagnostic a été évoqué? Est-ce qu'un test diagnostique a été réalisé? Et à l'issue de cet entretien, une prise de sang a été réalisée sur laquelle on a mis en œuvre des techniques diagnostiques qui ont été développées à l'Institut Pasteur et qui ont pour objet de rechercher, de mesurer la quantité d'anticorps présents dans le sang. Et ces techniques sérologiques ont donné, on va vous le montrer après, des résultats concordants qui ont permis de dire, ben voilà, ceux qui ont un test négatif n'ont pas été en contact avec le virus. Ceux qui ont un test positif, on peut leur dire qu'ils ont effectivement été en contact avec le virus et qu'ils ont développé une infection, même s'il y avait eu peu de symptômes. Sur la diapositive suivante. Donc voilà comment nous avons procédé. Nous avons su qu'il y avait au lycée Jean Monnet un peu plus de 1100 élèves et 130 professionnels. Nous n'avions pas l'adresse électronique de tout le monde. C'est Madame la proviseure et son équipe de direction qui a adressé un courriel d'invitation à toutes les personnes pour lesquelles une adresse électronique était disponible pour les inviter à venir. Ça correspondait à 878 personnes, dont 326 ont répondu à l'invitation et sont venus accompagnés de parents ou de frères et sœurs. Donc 326 plus 345 personnes ont participé à l'enquête, ont accepté d'y participer et ont donc eu l'ensemble de la procédure, interrogatoire, prise de sang. Il y a eu dans chacun des deux groupes quelques personnes qui ont été exclues pour diverses raisons, essentiellement parce qu'on n'avait pas pu réussir ou que le sujet finalement n'a pas souhaité avoir un prélèvement sanguin. Et au final, c'est donc 661 personnes pour lesquelles on a pu d'une part obtenir les données de leur histoire depuis la mi-janvier et réaliser un prélèvement de sang pour la réalisation de la sérologie. Diapositive suivante. Ah, je vois là, ah non, pardon, je reçois en direct un message disant que les participants, certains se plaignent de ne pas voir la présentation, mais j'ai un message qui vient d'arriver qui me dit que c'est bon. Voilà, donc les caractéristiques des 661 participants sont présentées de façon graphique ici. Donc vous voyez qu'il y a plus d'hommes plus de femmes que d'hommes. Vous avez la répartition des âges. L'âge médian est de 37 ans et la classe d'âge qui est la plus représentée est la classe des 45-64 ans. Mais si on met ensemble les plus jeunes, on a donc 15-17 ans qui représentent un peu plus de 200 sujets et 18-44 ans, environ 175 sujets. Et donc, ce qui est important de regarder dès à présent, et le professeur Fontanet réinsistera là-dessus, c'est qu'il y a donc deux types de personnes, celles qui fréquentent régulièrement le lycée, donc
les élèves eux-mêmes, et puis les personnels, et puis ceux qui sont au contact de ces deux types de personnes. Et enfin, lorsqu'on vous a interrogé, vous avez déclaré pour plus de la moitié d'entre vous avoir présenté des symptômes, y compris des symptômes marqués, et il y avait un peu plus de 200 parmi vous qui n'avaient déclaré avoir eu l'impression d'avoir présenté aucun symptôme pendant la période qui courait du 13 janvier au fin mars, début avril. Voilà, et je vais laisser la parole au professeur Fontanet qui va maintenant vous présenter l'essentiel des résultats sur la diapositive suivante. Merci Bruno. Donc, cette diapositive vous montre ce que nous on appelle des courbes épidémiques. Est-ce qu'on voit ma petite souris se balader? Vous voyez la souris sur l'écran ou pas? Non. Non, d'accord. Donc, alors, on va regarder d'abord le graphique qui est sur le haut, la courbe épidémique est en haut, qui correspond au sujet, les 142, chez qui on a trouvé des anticorps contre le coronavirus du SRAS et qui avaient des symptômes. Alors, juste avant de commencer peut-être, donc je pense que c'est un courbe épidémique et encore ce qui est le plus parlant. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment en bas sur la ligne des échelles de temps, ce sont les semaines. Et la semaine 1 correspond à la première semaine de janvier et la semaine 13 correspondrait à la période du 20 mars à peu près. Donc, c'est l'échelle de temps de ce graphique. Vous voyez le nombre de cas de personnes qui ont présenté des symptômes et sur le graphique du haut, ce sont ceux pour lesquels on a retrouvé les anticorps qui correspondent à une infection avec ce nouveau coronavirus. On voit très bien que la courbe épidémique augmente très régulièrement jusqu'à la semaine 7. La semaine 7 correspond à ce moment-là à la début des vacances scolaires et la fermeture de l'école. Et vous voyez qu'il y a une très nette diminution du nombre de nouveaux cas à partir du moment où on ferme les écoles. Ensuite, ça reprend un petit peu, et puis au 1er mars, il y a à nouveau une baisse du nombre de nouveaux cas, et le 1er mars, vous vous souvenez, était le jour du confinement pour l'Oise et certainement pour Crépy-en-Valois, et puis après, les choses se sont un petit peu tassées. Donc cette courbe épidémique, qui donc, pour le graphique du haut, est faite chez les sujets qui avaient des anticorps contre ce nouveau coronavirus, nous montre bien comment la maladie, Covid-19, a circulé dans le lycée et dans ses environs, très intensément jusqu'au 14 février, et puis l'impact des vacances scolaires, une petite reprise et l'impact du confinement. Ça, c'est ce qu'on voit souvent avec des virus respiratoires, par exemple avec la grippe, où on sait que quand on ferme les écoles pour les vacances, eh bien, on a une baisse importante du nombre de cas parce que après la fermeture des écoles, les enfants étaient moins en contact les uns avec les autres, eh bien, la circulation du virus est moins facile. Alors, vous avez également, on a distingué les barres noires, c'est des hospitalisations. Ce qu'on appelle en gris foncé, c'est les symptômes importants. Alors, les symptômes importants, pour nous, c'était est-ce que vous avez eu de la toux, est-ce que vous avez eu de la fièvre, est-ce que vous avez été essoufflé? Puis, on a rajouté 2 symptômes qui nous paraissaient intéressants, qui étaient est-ce que vous avez perdu l'odorat, est-ce que vous avez perdu le goût? Parce qu'on sait que les personnes qui sont touchées par ce nouveau coronavirus peuvent avoir ces symptômes qu'on retrouve beaucoup moins avec d'autres virus respiratoires. Et puis en blanc, c'est vraiment ceux qui ont eu des symptômes mineurs. Symptômes mineurs, c'était est-ce que vous avez eu le nez qui coule, est-ce que vous avez eu un peu de mal de gorge, mais sans avoir eu ni de toux, ni de fièvre, ni d'essoufflement, ni la perte du goût, de l'odorat. Et on voit que chez les gens qui ont été infectés par ce nouveau coronavirus, l'essentiel ont eu ces symptômes toux, fièvre, essoufflement, perte du goût ou perte de l'odorat. Quelques-uns ont eu des symptômes mineurs seulement. Et on voit aussi ces barres noires, ce sont les hospitalisations. Il y a eu chez les personnes qui ont été touchées 9 hospitalisations, particulièrement dans la dernière semaine avant le confinement. Et donc la semaine 8, c'était quand vous avez appris qu'il y avait eu donc un patient qui a été hospitalisé à la Pitié, malheureusement décédé, et qui vous a appris que le virus circulait dans la communauté. Et là, les gens qui avaient des symptômes, peut-être, se sont plus facilement rendus vers les hôpitaux, et parce qu'on savait que le virus circulait, peut-être ont été plus volontiers hospitalisés. Mais voilà donc vraiment ce que nous apprend cette courbe épidémique par rapport à ce nouveau coronavirus.
Quand on descend sur le graphique du bas, vous avez les mêmes symptômes respiratoires hein, que j'ai qualifiés de majeurs ou de mineurs, mais chez des gens chez qui on n'a pas retrouvé ce nouveau coronavirus. Leur sérologie par anticorps était négative. Et du coup, ce sont des gens qui, on est en période hivernale, ont eu un peu de toux, un peu de fièvre, un peu de mal de gorge, tout ce que vous voudrez, mais qui sont probablement dus à d'autres virus respiratoires. Donc cette courbe, elle est quand même extrêmement claire sur la nature d'une épidémie qui a vraiment pris son essor pendant le mois de février, un peu cassée par les vacances scolaires, puis après par le confinement. Et de ce que j'ai compris, pour avoir discuté avec quelques-uns d'entre vous, c'est que finalement, vous n'aviez pas conscience jusqu'au 25 février que le Covid circulait dans votre communauté et pourtant, vous voyez bien sur la courbe épidémique que pendant le mois de février, la circulation a été intense, en tout cas jusqu'aux vacances scolaires. Alors, ce qu'on sait de l'ensemble de la population, malheureusement, nous n'avons pas de diapositive pour vous présenter de façon imagée la suite des résultats, mais je vais essayer de vous les expliquer de la façon la plus claire possible. Quand on reprend les 661 individus qui ont participé à l'étude, 171, c'est-à-dire 26% d'entre eux, ont donc des anticorps contre le coronavirus, ce nouveau coronavirus. Et ça veut dire qu'ils ont été en contact avec le virus. On ne peut pas encore vous dire si ces anticorps sont réellement protecteurs contre une réinfection. On peut supposer qu'ils le sont, mais on n'a pas assez de recul par rapport à cette maladie pour le dire de façon absolument formelle. Il y avait finalement deux groupes très distincts dans la population qui est venue et qui a participé à cette étude. Il y a un premier groupe qui était lié aux gens qui fréquentaient le lycée. C'était les lycéens, les enseignants et puis le personnel qui travaillait dans le lycée. Et là, on a retrouvé que 38% des lycéens avaient des anticorps, donc ont été infectés, 43% des enseignants ont été infectés et 59% des personnes qui travaillaient dans le lycée ont été infectées. Il y avait un autre groupe qui était les parents qui ont accompagné les lycéens et puis quelquefois des frères et sœurs ou d'autres membres de la famille. Dans cet autre groupe, on retrouve en moyenne que 11% des gens ont des anticorps, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu dans le détail, par exemple pour les parents, si le lycéen n'était pas infecté, la proportion qui avait des anticorps était de 9%. Si le lycéen était infecté, ça monte à 17%. Dans les frères et sœurs, dans les personnes qui accompagnaient, qui vivaient au domicile, si le lycéen n'est pas infecté, la proportion avec anticorps est de 3%. Si le lycéen est infecté, elle monte à 21%. Donc vous voyez que la présence d'un lycéen infecté dans l'entourage familial a amené une augmentation du nombre de personnes infectées, ce qui était tout à fait attendu puisqu'on sait que ce virus se transmet bien dans l'entourage familial. Je le rappelle, pour les parents, de 9 à 17%, et puis pour la fratrie, de 3 à 21%. Maintenant, il n'y a pas eu non plus tout le monde infecté dans le domicile, ce qui est peut-être pour certains d'entre vous une surprise, où vous pouviez penser qu'à partir du moment où quelqu'un d'infecté vivait à proximité, et puis je vous rappelle qu'au mois de février, vous ne saviez pas que le Covid était parmi vous, puisque depuis le 8 février, l'épisode des Contamines, jusqu'au 25 février, il n'y avait pas officiellement de circulation de ce nouveau coronavirus sur le territoire français. Eh bien, en dépit de tout cela, les transmissions secondaires au domicile familial n'ont pas été si fréquentes que ça. Alors ensuite, on a regardé d'autres statistiques qui nous intéressaient. On n'a pas vu de différence entre les hommes et les femmes sur le risque d'être infecté. Il était le même pour les hommes et pour les femmes. On a regardé par rapport à des caractéristiques cliniques et on s'est rendu compte que ceux d'entre vous qui, parmi les gens qui ont perdu le goût ou qui ont perdu l'odorat pendant une période transitoire, eh bien, ceux-là avaient de très fortes chances d'avoir été infectés par le nouveau coronavirus. Pour la perte de l'odorat, c'était 85% sont infectés, et pour la perte du goût, c'était 88%. Donc, vous voyez que ces signes, quand vous les avez ressentis, très évocateurs d'une infection par ce nouveau coronavirus. Ensuite, on s'est rendu compte que parmi toutes les personnes infectées, eh bien, 17% d'entre elles ne nous ont rapporté aucun symptôme depuis la mi-janvier. C'est ce qu'on appelle des formes asymptomatiques. Donc, il y a des gens qui n'ont eu aucun symptôme et que pourtant, on a retrouvé infectés avec ce nouveau coronavirus. Et puis, il y a un dernier fait qui nous a vraiment étonnés et que je vous rapporte ici, que vous avez peut-être déjà lu, puisqu'il y a eu quelques articles dans la presse et vous avez sans doute entendu dans les journaux depuis ce matin. Eh bien, on s'est rendu compte que chez les fumeurs, le risque d'être infecté était nettement inférieur par rapport aux non-fumeurs. Il était de 7% chez les fumeurs et 28% chez les non-fumeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, nous a tous étonnés parce qu'on a l'habitude de voir le
tabagisme comme un facteur aggravant des maladies respiratoires, mais rappelez-vous qu'ici, on ne parle pas de gens qui sont malades, on parle de le risque de devenir infecté. Et donc, il semblerait que le tabagisme protège contre le risque de devenir infecté. Alors, ce n'était pas une surprise complète pour nous parce qu'on avait déjà constaté, en Chine notamment, qu'il y avait très peu de fumeurs chez les patients hospitalisés. 6% seulement sur une analyse de 13 études en Chine. Or, on sait, parce que c'était beaucoup des hommes, que les hommes en Chine fument très généralement et que d'avoir seulement 6% de fumeurs, c'était étonnant. Et puis aux États-Unis, sur la première série de 1700 patients, ils n'ont que 1% de fumeurs. Donc, on s'était là encore dit, très étonnant. Et pour ma part, et Bruno également, toutes nos discussions avec nos collègues qui sont infectiologues ou réanimateurs en France nous disaient, on voit très peu de fumeurs parmi nos malades. Et là, cette étude semble montrer effectivement que le tabagisme protège. Alors, on ne va pas vous dire, bien sûr, qu'il faut vous mettre à fumer pour vous protéger du Covid-19. Le tabac, vous le savez comme moi, tue beaucoup de personnes. C'est 75 000 morts chaque année en France. Néanmoins, c'est intéressant parce que ça peut nous ouvrir des pistes pour découvrir des nouveaux traitements qui pourraient être préventifs, comme ici, qui prévient la survenue de l'infection, ou curatifs chez des personnes déjà infectées, s'il y a vraiment une interaction. Alors, c'est probablement la nicotine qui nous intéresse le plus, mais on ne saurait pas encore vous dire comment elle interagit avec le virus, son récepteur, pour prévenir l'infection. Il faut bien sûr que cette observation soit confirmée par d'autres. Il y a une étude également qui a été publiée cette semaine sur Paris et qui retrouve un petit peu les mêmes résultats. Donc ça, c'était quelque chose d'assez inattendu, mais de très informatif par rapport à cette étude. Je vais vous demander la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, juste cette diapositive qui résume une grande partie de ce que je vous ai raconté. Donc, le taux d'attaque, c'est ce que disait Bruno, la proportion de personnes infectées était de 26%, mais il faut bien distinguer le lycée où c'était 41% et puis la famille des lycéens où c'était 11%, avec les différences que je vous ai rappelées par rapport aux familles où il y avait un lycéen infecté ou pas. Alors, quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il y avait, donc c'est une population plutôt jeune, il y a eu 5% d'hospitalisation, que parmi la population du lycée, il n'y a pas eu de décès. La perte de l'odorat et la perte du goût, comme je vous l'ai dit, sont des symptômes qui évoquent très fortement cette infection par le nouveau coronavirus, que parmi toutes les personnes infectées, eh bien 17% n'avaient pas eu de symptômes pendant la période d'étude, et puis que le tabagisme chronique semble protéger contre cette infection. Tout ça a été possible grâce à 3 tests sérologiques qui ont été mis au point à l'Institut Pasteur. Et les tests qu'on a utilisés pour cette étude, ce sont des tests extrêmement fiables. Ce ne sont pas les tests que vous trouverez avec des kits commerciaux aujourd'hui, qui n'ont pas encore une efficacité suffisante, je dirais, pour une utilisation à titre diagnostique, parce qu'ils ont encore besoin d'être mis au point. Mais là, on s'est assuré que ces tests avaient vraiment de très bonne qualité, ce qui veut dire que pour ceux d'entre vous qui recevront, qui choisiront d'avoir leurs résultats et qui apprendront qu'ils ont un test positif, ça révèle vraiment la présence d'anticorps de façon très fiable, qui sont donc liés à une infection passée par ce nouveau coronavirus. Maintenant, comme on vous le disait un petit peu plus tôt, on ne sait pas encore jusqu'à quel point ces anticorps sont protecteurs. Donc, ça ne garantit pas de vous protéger contre une réinfection, mais c'est quand même quelque chose d'assez rassurant en soi. Et puis, pour ceux qui ont un test négatif, ça veut très vraisemblablement dire que vous n'avez pas été infecté. Alors maintenant, je terminerai avec un chiffre qui est celui du taux qu'on a retrouvé dans les familles, notamment quand les lycéens n'étaient pas infectés. C'était 9% des parents qui étaient infectés. Ce taux, pour moi, est peut-être celui qui est le plus proche de ce qu'on retrouverait en population adulte, à Crépy-en-Valois aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette communauté où le virus a beaucoup circulé, eh bien, à peu près 10% des adultes ont été infectés pendant la période, cette première vague épidémique. Et on a également fait une étude chez les donneurs de sang dans 2 banques de sang proches de Crépy-en-Valois, à 50 et 60 km. On a retrouvé que 3% des donneurs de sang avaient des anticorps. Alors, vous savez que les donneurs de sang, on leur demande de ne pas avoir eu de symptômes pendant 1 mois avant de donner leur sang. Donc, c'est une population quand même très sélectionnée, c'est une sous-estimation. Mais globalement, ça nous conforte dans l'idée qu'à peu près 10% de la population adulte de Crépy-en-Valois a vraisemblablement été infectée lors de cette première phase épidémique. Or, vous saviez mieux que moi à quel point vous avez été très durement touché par ce virus. Et tout ce que ça nous dit, finalement, c'est que la protection qui est apportée, puisque les gens qui ont des anticorps seront quand même, pour la majorité d'entre eux, protégés d'une réinfection, à l'échelle populationnelle, elle reste encore très limitée.
et que malheureusement, pour vous comme pour le reste de la France, au moment où on va progressivement lever le confinement, il va falloir prendre des mesures extrêmement strictes pour prévenir le retour de la circulation de ce virus. Le confinement a bien fonctionné, et d'ailleurs le graphe qu'on vous montrait, qu'on vous a présenté le montrait, mais à un moment où le confinement va être relevé, on va passer à d'autres modes de protection contre ce virus, et malheureusement, il faudra rester extrêmement prudent, parce que vous l'avez connu mieux que toute autre personne en France, ce virus, si vous lui laissez de la place, il circule beaucoup et peut être violent, et qu'actuellement, trop peu de gens sont protégés en population pour qu'on puisse le laisser recirculer librement. Donc les mesures qui seront à prendre en levée de confinement vont être extrêmement strictes. Il s'agit simplement de garder le même contrôle sur le virus, mais avec des modalités différentes qui nous permettent de reprendre une activité économique et sociale. Alors, dernière diapositive, s'il vous plaît. Et voilà, cette diapositive juste pour vous remercier tous de votre collaboration. D'abord les participants, parce que votre intervention pour la recherche a été extrêmement importante. C'est la première grande enquête sérologique en France. On n'a jamais pu mettre en évidence, par exemple, une épidémie dans un lycée, et ça, je parle à l'échelle mondiale, hein, ça n'a jamais été documenté. Ce qu'on a appris sur la transmission intrafamiliale est absolument unique. Le côté très pronostique de ces symptômes, agueusie, enfin de perte de goût et perte d'odorat, avait déjà été noté, mais là ont été bien confirmés. Et puis j'ai envie de dire, cette histoire de tabac qui protège, et bien là, on est vraiment parmi les tout premiers à en parler. Alors c'est pas pour dire qu'on va se mettre à fumer, mais là, il y a des pistes de recherche sur des traitements préventifs ou curatifs qui peuvent être particulièrement intéressantes. Donc je tiens à vous remercier, vous tous les participants, et puis toutes les autres personnes, la proviseure, son équipe, le maire, la directrice d'académie, les forces de l'ordre et ceux qu'on n'a pas cités ici, pour leur participation et leur aide à la réalisation de cette étude. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Peut-être que Bruno, il y a un ou deux mots que tu veux rajouter avant qu'on passe aux questions-réponses. Ton micro, Bruno. Excusez-moi, j'avais oublié de réactiver mon micro. Non, je propose qu'on passe aux questions-réponses. Je les ai vues remonter. Nos deux collaboratrices là, ont fait ce travail de tri et j'ai vu des questions remonter. En fait, on peut les classer en deux catégories. Ça tombe bien. Celles qui concernent les manifestations cliniques et l'évolution, et puis celles qui sont plus de nature épidémiologique. Donc, on va pouvoir naturellement se répartir ces questions entre Arnaud Fontanet et moi. Moi, je ferai plutôt les questions sur les manifestations cliniques et puis Arnaud Fontanet sur les aspects épidémiologiques. Alors, je vais peut-être te laisser la parole. Tu les vois, les questions, Arnaud, ou est-ce que tu veux que je les formule? Je vois les questions, très bien. Donc, il y a sur les aspects épidémiologiques, il y a une question qui était: est-ce que l'échantillon que vous avez constitué est représentatif? Tu veux répondre à cette question? Non, on ne peut pas considérer que cet échantillon soit représentatif. Il aurait fallu faire un tirage au sort, hein, comme on le fait par exemple pour un sondage en période préélectorale. Et puis vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas souhaité participer, peut-être parce qu'ils avaient déjà été testés, qu'ils savaient qu'ils étaient positifs, ils avaient une PCR positive, donc ils se disaient « j'ai pas besoin d'être retesté ». Il y a beaucoup d'autres raisons qui font que certaines personnes n'ont pas voulu. Donc c'est un échantillon qui est biaisé. Maintenant, il est intéressant de voir que les résultats sont très fiables par rapport à beaucoup d'éléments qu'on a pu reconnaître. La courbe épidémique, elle est typique d'une courbe épidémique. Il y a des résultats qui confirment ceux d'autres études. Les chiffres généraux, j'ai envie de dire 10% en population adulte affectée sur la population de crépi, c'est un ordre de grandeur, hein. Le vrai chiffre, il est peut-être entre 5 et 15%, je ne peux pas vous le donner. Mais c'est cet ordre de grandeur qui est important, et on est de toute façon très loin des 66% qu'il nous faudrait pour avoir cette immunité collective qui nous protégerait. Donc pas représentatif, mais quand même très informatif. Alors, je vais peut-être prendre quelques questions sur les aspects cliniques avant de repasser aux questions épidémiologiques. Alors, il y a une question qui porte sur l'importance et la durée de la fatigue après un épisode. Alors, c'est connu, décrit, de nombreuses personnes, pas toutes, mais de nombreuses personnes se décrivent extrêmement fatiguées de façon prolongée. Ça n'a rien d'étonnant et c'est décrit souvent avec des infections virales, en particulier lorsque les symptômes de ces infections ont été importants. Une autre question est, chez les gens qui ont fait des symptômes particulièrement marqués, particulièrement riches, est-ce qu'ils vont développer plus d'anticorps? Alors c'est une question très pertinente et pour laquelle on a quelques éléments de réponse. Il semble bien effectivement que les sujets qui ont fait des formes très symptomatiques, et en particulier des formes graves, développent plus tôt
et plus d'anticorps. Donc plutôt dans le temps et en quantité, plus d'anticorps que ceux qui font une forme avec peu de symptômes ou a fortiori avec pas beaucoup de symptômes. Encore une question clinique sur la perte de l'odorat. Et je ne sais plus comment elle était formulée, mais c'était est-ce qu'il y a, au bout de combien de temps ça récupère? Est-ce qu'on récupère toujours? Alors, il y a encore des gens, manifestement, c'est le cas de au moins une des personnes qui a posé la question, qui n'ont pas récupéré l'odorat. Ce qu'on a comme information à partir des premières descriptions pour les gens qui ont, enfin pour les zones géographiques où l'épidémie a débuté avant la France, on a l'information que globalement la majorité des sujets récupèrent l'odorat ou le goût après une période de quelques jours à quelques semaines, mais il y a encore effectivement quelques personnes qui peuvent être à quelques semaines de l'épisode aigu sans avoir récupéré complètement l'odorat et ou le goût, mais normalement la majorité, et on espère, mais on n'a pas encore le recul pour l'affirmer, la totalité, on espère que la totalité des sujets récupéreront leur odorat ou leur goût. Voilà, je vais arrêter cette série de questions sur les manifestations cliniques. On peut peut-être reprendre les questions épidémiologiques. Et une toute première question, je ne sais pas si tu l'as vu Arnaud, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que beaucoup de résidents de la zone de Crépy travaillent à Roissy et le fait que Crépy ait été un foyer d'épidémie? Alors oui, c'est des questions qui reviennent à ce que nous on appelle le patient zéro. Hein. Comment est-ce que le virus est arrivé dans la communauté? Alors je vais vous dire, en fait, on n'a pas souhaité le savoir. C'est-à-dire que c'était pas important pour notre étude. Et puis on avait un peu peur de finalement mettre le doigt sur une personne qui, une fois de plus, aurait été une victime de ce virus et rien de plus, mais qui se serait retrouvée être la première personne à avoir introduit le virus dans la communauté parce qu'on aurait retrouvé un contact avec la Chine, par exemple. On sait qu'à cette époque, hein, c'était les personnes, les cas d'infection en France. Hein, ça a été le cas pour les 6 premiers entre le 24 et le 30 janvier, étaient des gens qui revenaient de Chine. Donc, on n'a pas souhaité, nous, pousser l'investigation plus loin pour éviter toute forme de stigmatisation, donc je ne pourrais pas vous répondre. Et c'était en fait assez volontaire de notre part. Alors, si l'infection est confirmée, qu'est-ce que ça signifie en termes d'immunité? On l'a déjà évoqué, on ne connaît pas encore très bien ce nouveau coronavirus et quelle protection est apportée par les anticorps dont on dispose, ni quelle sera leur durée. Donc aujourd'hui, on préfère être prudent, même si on peut considérer pour la plupart des maladies qu'avoir des anticorps apporte une forme de protection. On ne sait pas la durée et on ne sait pas l'intensité. D'une façon générale, hein, au moment où on va lever le confinement, eh bien, on va demander à ceux d'entre vous qui ont des anticorps de respecter les règles comme les autres. Hein. Vous ne serez pas, parce que vous avez des anticorps, en mesure de vous affranchir de ces règles. C'est à la fois prudent à titre personnel, parce qu'on n'est pas sûr que vous êtes protégé. Et puis, c'est aussi important parce que finalement, ce serait extrêmement difficile de gérer une partie de la population qui ne respecte aucune règle et puis tous les autres qui doivent s'y contraindre. Donc, je continue. Les pourcentages ont été établis par 671 ou 878. Nous, on s'est arrêté aux 661 qui participent. Donc, tous les pourcentages que je vous ai donnés, c'était, par exemple, les 26% d'infectés, c'était 661. Quand vous voyez le pourcentage élevé, comment évaluez-vous la propagation du virus à Crépy par rapport à la France, le monde, etc. Alors, Crépy-en-Valois, vous faites partie des régions qui ont été touchées durement par le virus. Hein. C'est le cas également du Grand Est, c'est le cas de l'Île-de-France. Il y a eu, il y a 2 jours, des publications faites aussi par des équipes de l'Institut Pasteur sur des travaux de modélisation qui montrent que d'une façon générale, on s'attend à ce que la proportion de la population infectée soit de 11% dans le Grand Est, 12% pour l'Île-de-France, c'était 6% pour les Hauts-de-France. Et là, je vois Crépy-en-Valois, vous étiez un petit peu plus touché, peut-être autour de 10%. Donc, vous êtes quand même dans les régions très touchées de la France. Dans le monde, c'est à peu près la même chose. Hein. On n'a pas encore beaucoup de données parce que ces études sont vraiment les toutes premières qui sont menées avec ces dépistages anticorps. Mais on sait que dans les zones qui ont été très touchées ailleurs dans le monde, eh bien, les pourcentages restent relativement bas, plutôt de l'ordre de 5 à 10%, et que donc on est très loin de cette fameuse immunité collective.
Peut-on considérer que le départ est au lycée? Je vous ai répondu, on n'a pas souhaité remonter jusqu'au tout début patient zéro. En fait, c'est pas très informatif, hein. Mais voilà, l'important, c'est de savoir finalement comment est-ce que le virus a circulé ensuite. C'est un petit peu ce à quoi on s'est attaché. Les fumeurs, même proportion d'infectés chez les professionnels, chez les élèves, oui. Alors, on a regardé par classe d'âge, par les enseignants, les autres professionnels du lycée, les parents, les élèves, et on retrouve que la protection qui est apportée par le tabac semble à peu près la même chez tous. Alors, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, hein, et surtout par rapport à notre public de lycéens. Le tabac, c'est vraiment une des premières causes de mortalité dans le monde, en France également, très addictif. Donc, si vous avez une chose à faire, c'est certainement d'arrêter de fumer si vous êtes déjà fumeur. Maintenant, ce qui est important, c'est que grâce à ça, on va peut-être trouver des pistes de traitement ou de préventif ou curatif. Je ne veux pas non plus donner de faux espoirs, mais je pense que c'est vraiment un des enseignements importants de cette étude. Prévoyez-vous une investigation des modes de contamination au lycée? On ne va probablement pas aller plus loin. Je pense que les enquêtes ont été faites par rapport au lycée de façon assez détaillée. Il y a eu Santé publique France aussi qui a contribué. Donc je crois qu'il y a du travail qui va être fait là-dessus. On aura probablement une deuxième publication qui tiendra peut-être aussi compte de données, parce qu'on a eu quelques patients qui ont été diagnostiqués par PCR avec le prélèvement nasopharyngé, ce qui permet de faire le séquençage du virus. Et on vous communiquera là-dessus, mais je crois que l'essentiel des résultats, vous venez de les avoir. Et puis, il y a une question après sur le plasma, et là, je vais repasser la parole à Bruno, qui va peut-être continuer avec tout ce qui était clinique à partir de cette question-là. Bruno? Je réanime mon micro. Ouais, alors, la question, c'est lorsque nous aurons nos résultats, pourrons-nous donner notre plasma? Alors, c'est une très bonne question. Il y a actuellement, pour l'utilisation de plasma de convalescents, est actuellement une thérapeutique d'efficacité non démontrée. Elle apparaît dans les quelques études qui ont été réalisées dans Covid et avant dans les infections à d'autres coronavirus graves et aussi dans les grippes graves. Elle apparaît comme bien tolérée. On n'a toujours pas la démonstration que c'est une solution thérapeutique d'efficacité certaine. Cela dit, il a été débuté en France une campagne d'appel aux dons de sujets convalescents pour l'utilisation de leur plasma comme apportant des anticorps au sujet malade. Il y a un essai thérapeutique en cours, un deuxième essai qui va être conduit en France, et on va réserver les premiers plasmas qui auront été préparés à partir des dons de ces sujets convalescents à la réalisation de ces deux essais thérapeutiques qui seront dirigés vers une population de sujets peu malades, enfin non graves, plutôt en début d'évolution de la maladie et non encore en réanimation, pour répondre à la question est-ce que l'administration de plasma et donc d'anticorps anti-coronavirus permet d'éviter l'évolution vers la gravité. Et puis un deuxième essai qui va débuter après, qui répondra à la question est-ce que chez les gens qui ont une forme grave, ça permet de leur éviter de mourir, en gros. On n'a pas les réponses à ces questions. Ces essais devront permettre de les obtenir. Et l'EFS, dans ces différents territoires, a commencé à inviter des convalescents à donner du plasma. L'identification de ces convalescents se fait essentiellement par les diagnostics faits sur les prélèvements nasopharyngés pour identifier les gens qui ont du virus dans leur nez, dans leur arbre respiratoire, et il n'a pas encore été commencé d'invitation à donner du plasma quand le diagnostic repose uniquement sur les anticorps. Dépendant de ce que vont être les résultats des deux premiers essais, s'ils donnent des arguments en faveur de l'efficacité, il est possible, mais pour l'instant, il est impossible d'en dire plus, il est possible qu'on augmente l'appel de volontaires pour donner du plasma, mais on ne le fera que quand on aura les premiers résultats des premières études, s'ils montrent que cette solution est efficace. Alors, je regarde les autres questions. Alors, est-ce que l'étude continuera?
aurons-nous d'autres prises de sang pour voir l'évolution de notre charge antivirale? Alors, je réponds à la deuxième partie de la question. On n'a pas mesuré de charge virale. On a mesuré la présence d'anticorps et pas du tout la présence du virus. Donc, c'est les anticorps qu'on a regardés. On ne sait pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le recul suffisant, quelle va être la durée de persistance de ces anticorps. Et c'est effectivement une question à laquelle il va être important de répondre. Et on aura besoin, dans un certain nombre de situations, de pouvoir regarder chez des gens chez qui on connaissait l'existence d'anticorps à un moment donné, ce que sont devenus ces anticorps quelques mois ou années plus tard. Donc il y aura sûrement des études qui seront faites pour répondre à ces questions. Est-ce qu'on viendra vous chercher, vous? Je ne sais pas, mais ce n'est pas encore prévu. Alors, je poursuis. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah oui, il y a une question sur le groupe sanguin. Alors, je vais répondre, je vais commencer, puis Arnaud Fontanet complétera. Donc, vous avez sans doute entendu, compris que sur la base d'études épidémiologiques essentiellement menées en Chine, qu'il apparaissait que les sujets qui ont un groupe sanguin qui sont du groupe sanguin O semblaient être exposés à un risque moindre de développer la maladie, et que, à contrario, ceux qui ont un groupe sanguin A auraient un risque un peu plus important. Nous n'avons pas regardé les groupes sanguins dans cette étude. On redit qu'on a fait que ce qu'on a dit qu'on ferait, à savoir faire un prélèvement sanguin pour rechercher les anticorps. Et on n'a fait rien d'autre. Donc, nous ne connaissons pas votre groupe sanguin et nous ne pouvons pas répondre à la question pour vous, ce qui vous concerne. Arnaud, tu veux compléter là-dessus? Eh bien, je vais te contredire, Bruno, parce que nous avons demandé aux participants quels étaient leurs groupes sanguins. Ah oui, mais on ne les a pas recherchés, c'était du déclaratif. On ne les a pas recherchés, mais on leur a posé la question. Ils ne nous ont pas tous répondu parce que tous ne savaient pas. Et les résultats partiels qu'on avait sur ceux qui nous ont répondu, qui connaissaient leur groupe sanguin, n'ont pas montré de différence selon les groupes sanguins. Donc, on considère aussi que ces résultats de groupes sanguins sont assez fragiles. Dans la littérature épidémiologique, pour l'instant, c'est un signal, mais ça mériterait d'être confirmé. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui ont donné leur groupe sanguin, on a regardé, on n'a pas trouvé d'association. Sur la contagiosité, je ne sais pas si tu avais répondu, Bruno, sur combien de temps on reste contagieux? Non. Alors, je vais peut-être répondre. On n'a pas de données formelles là-dessus. Mais globalement, on considère qu'à partir du moment où vous êtes plus symptomatique, il y a toutes les chances que vous deveniez beaucoup moins contagieux. Et on peut le vérifier en vous faisant une recherche de virus, par exemple, dans la gorge, qui souvent va se négativer quelques jours après la fin des symptômes. Quelquefois, ça peut rester positif pendant assez longtemps, mais les quantités de virus qui seraient présents sont vraisemblablement extrêmement faibles. Et on n'est même pas sûr que ce soit du virus vivant, c'est peut-être juste la trace du génome du virus, mais du virus mort, et que du coup, ce ne serait pas contagieux. On peut aussi retrouver, vous l'avez peut-être lu, du virus dans les selles, et ce, quelquefois pendant des périodes assez prolongées, mais là aussi, il semblerait que cette quantité de virus soit très faible et que ce ne soit pas contagieux. Pour la très grande majorité d'entre vous, ceux qui ont été infectés, on est à distance de l'événement maintenant, et je pense que vous n'avez plus d'inquiétude à avoir, même si vous n'avez pas eu formellement une vérification de l'absence du virus. Alors ensuite, on me pose la question sur la reprise de l'école. Alors cette étude, elle est effectivement importante dans le contexte actuel, puisque vous savez qu'à partir du 11 mai, il va y avoir une reprise progressive de l'école. Et là, je voudrais donc vous faire part de quelques-unes de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Alors, cette étude nous a permis de documenter effectivement la circulation du virus et de façon importante dans un établissement scolaire, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Maintenant, on est chez des lycéens, on est chez des gens qui ont 15 ans à 18 ans à peu près, des adolescents, et on sait que les adolescents, ils sont peut-être plus proches des adultes qu'ils ne le sont, par exemple, des enfants de moins de 10 ans, par rapport aux symptômes qu'ils peuvent présenter, même s'ils ne vont pas faire des formes graves, ils ont des symptômes cliniques qui sont assez proches de ceux des adultes, et puis aussi par rapport au portage de virus. Il y a une étude qui vient d'être faite très importante en Islande, où ils ont recherché de façon très systématique du virus dans la gorge de toute la population islandaise, alors pas toute, mais d'un échantillonnage très large de la population islandaise, et on voit que globalement, les adolescents sont finalement
assez proche des adultes en termes de taux de récupération de virus dans la gorge, par exemple, qu'ils aient des symptômes ou pas, alors que les enfants de moins de 10 ans ont beaucoup moins de virus, et que ceux qui ne sont pas symptomatiques, ils n'ont pas retrouvé chez les moins de 10 ans de virus sur 800 enfants qui avaient été testés. Donc, les résultats qu'on a s'appliquent bien à les lycées, ne s'appliqueront pas du tout de la même façon, enfin pas du tout, j'en sais rien, mais ne s'appliquent vraisemblablement pas au niveau d'une école primaire, par exemple. Alors, autre chose, c'est que quand on va se retrouver vers le 15 mai et qu'il va falloir éventuellement reprendre l'école, on sera à un moment où le virus circulera beaucoup moins qu'il ne circulait en février dernier, comme vous l'avez vu sur ces courbes épidémiques à Crépy-en-Valois, parce que le confinement, ça a marché. Finalement, maintenant, le virus, il est arrivé à un niveau de circulation extrêmement faible, et il faut maintenir le confinement pour être dans les meilleures conditions au 15 mai quand les activités vont reprendre. Et puis, vous avez tous appris des bonnes pratiques, c'est-à-dire de bien se laver les mains, de tousser dans son coude, mouchoir à usage unique, il y aura le port du masque à la levée du confinement, très vraisemblablement, et puis la distanciation sociale, respecter une certaine distance avec vos voisins. Donc l'ensemble de ces mesures que vous avez tous appris à pratiquer quand vous sortez aujourd'hui, et que elles vont être maintenues très vraisemblablement au moment de la reprise de l'activité à partir de la mi-mai. Et du coup, on peut s'attendre à ce que le risque d'une épidémie soit bien moindre si ces mesures sont bien appliquées. Voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à cela. Après, je pense qu'il faudra être très vigilant parce que cette étude montre bien que on se retrouve avec un virus qui est capable de donner des épidémies importantes dans les établissements scolaires. Et une fois de plus, ce qu'on a fait là s'applique au lycée, probablement pas au primaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Connaîtrons-nous notre taux d'anticorps? Donc ça, c'est le retour des résultats. Le résultat va être certainement qualitatif, positif ou négatif. Je ne suis pas sûr qu'il sera quantitatif. Et si ça aura une signification, tu peux répondre à ça, Bruno? Oui, non, ce sera oui, ce sera négatif ou positif. Ce sera une réponse binaire. Il n'y aura pas de titrage. Parce que la signification des titres est encore insuffisamment connue. Alors, il y avait une question là qui vient d'arriver à 17h15. Comment expliquer que 17% infectés asymptomatiques peuvent ne pas avoir développé de symptômes? Je pense que la question, c'est comment expliquer qu'il y ait 17% des sujets infectés qui n'aient pas fait de symptômes? Alors, je vais commencer la réponse et puis Arnaud complétera. Dans toute maladie infectieuse, on sait qu'il y a un pourcentage qui varie d'une maladie à l'autre de sujets qui, bien que rencontrant l'agent infectieux responsable, ne développent pas de symptômes. Selon les maladies, c'est plus ou moins important. Il y a des maladies qui sont asymptomatiques chez 80% des sujets, 90% des sujets. Pour d'autres maladies, elles sont quasiment toujours symptomatiques. Et donc là, on ne sait pas encore exactement quel va être le pourcentage de sujets qui sont asymptomatiques. On pourra faire ce calcul et cette mesure à la fin de l'épidémie. Mais on pense que 17% est un chiffre plancher ou bas, que vraisemblablement, il est bien plus important, ce qui expliquerait la différence entre le nombre de cas observés et le nombre de sujets chez qui on retrouve des anticorps. Arnaud, si tu veux compléter. Non, je pense que c'est tout à fait complet. Est-ce que l'on doit être plus inquiet avec la grippe à la vue des morts nationaux? Alors, la grippe, vous le savez, tue à peu près 10 000 personnes chaque année en France, 500 000 personnes dans le monde. Vous voyez que donc c'est une maladie qui tue énormément. Ce qui était particulier de la grippe, c'est pour la grippe saisonnière, c'est les tranches d'âge qui sont touchées, c'est les plus de 80 ans et puis les très très jeunes. Là, on se retrouve avec un virus respiratoire comme la grippe, mais qui arrive pour la première fois en population humaine et donc pour lesquels on n'a pas d'anticorps. Et il était donc très important de mettre en place des mesures pour bloquer la transmission de ce virus, parce qu'on savait que si on laissait faire, le risque d'avoir une épidémie encore beaucoup plus importante que celle qu'on a vue était majeur. D'ailleurs, les services de réanimation du Grand Est, de l'Île-de-France, des Hauts-de-France ont vécu des périodes critiques avec l'afflux de ces patients, dont certains étaient des patients assez jeunes, qu'on ne voit pas avec la grippe saisonnière. Des gens qui avaient entre 30 et 50 ans, souvent de ce qu'on appelle des comorbidités, hypertension, diabète, un surpoids, et qui ont fait des formes extrêmement sévères qui nécessitaient leur hospitalisation en réanimation. Donc, par rapport
à cette première vague épidémique, il était essentiel de mettre en place des mesures extrêmement fortes. La France n'a pas connu de confinement de ce type depuis la grippe espagnole, donc il y a 100 ans, pour bloquer, parce que si on n'avait rien fait, on avait une catastrophe sanitaire absolument majeure qui se préparait. Grâce aux mesures qui ont été prises, bon, je ne peux pas encore vous dire quel sera le bilan final à la fin de cette première vague épidémique, mais on va se retrouver avec un nombre de morts quand même très élevé, beaucoup plus que ce que la grippe saisonnière nous donne habituellement. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est combien de temps tout ça va durer, puisque avec le confinement, et comme on l'a dit déjà, seulement 10% de la population dans les zones touchées qui ont des anticorps, malheureusement, on est encore très vulnérable pour une deuxième vague épidémique, donc la prudence va rester de mise. Et puis, d'entre-temps, il faut espérer qu'un traitement arrive, ou peut-être en 2021, un vaccin, pour ne pas faire cette séquence qui est très pénible de périodes de confinement, puis on relâche un peu, l'épidémie reprend, on resserre les vis, enfin tout ça, ça risque quand même d'être extrêmement dur à vivre. Donc voilà, on est actuellement dans une période où on sort du confinement avec une épidémie qui a été assez bien maîtrisée, mais où il faut rester très très vigilant. Alors, si crépite un foyer, pourquoi ne pas tester les gens qui sont dehors? Je ne vois pas ce que veut dire le dehors. Tu as une idée, Bruno, de ce que la question voulait dire? Non, je ne l'ai pas comprise non plus. Et voilà. On peut peut-être passer à celle d'après. Que sait-on aujourd'hui de la persistance du virus? Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet de l'entretien autour des résultats de l'enquête, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Que sait-on aujourd'hui de la persistance du virus sur les meubles, cahiers, feuilles, hein? Alors, bon, ce qu'on sait, c'est que la transmission se fait essentiellement par les gouttelettes de salive projetées quand on parle, quand on tousse, que le virus survit peu dans le milieu extérieur, mais il peut survivre quelques heures sur des surfaces inertes. Quelle est la proportion de transmission liée à la survie, même limitée dans le temps, dans le milieu extérieur? On ne la connaît pas très bien. Mais en tout cas, c'est ça qui justifie le respect de la bonne hygiène des mains pour éviter, si on récupérait le virus sur des surfaces avec ses mains, de se contaminer comme ça. Donc, en plus du port du masque et des mesures d'éloignement, la bonne hygiène des mains permet d'éviter de porter le virus à proximité de ces portes d'entrée que sont les voies aériennes et les yeux. Alors, aura-t-on à passer un test de dépistage à la reprise des cours le 11 mai? Je ne pense pas. Le test de dépistage, il est intéressant par rapport à des gens qui ont des symptômes, et c'est quand même dans ce contexte-là que le test va continuer à être pratiqué. Comme vous le savez, la France a considérablement augmenté ses capacités à tester dans les semaines qui viennent de s'écouler. On était parti de 5000 en début mars à aujourd'hui, quelque chose qui doit être autour de 40 000, et à la mi-mai, on devrait être à 100 000 tests par jour, donc des capacités bien plus importantes et qui permettront pour les gens qui ont des symptômes de leur offrir un dépistage. Mais non, il n'y aura pas de dépistage systématique sur... là, je parle de la PCR, qui permet de voir l'infection aiguë. Le test sérologique, vous venez de l'avoir, vous avez eu un test très fiable, on ne va pas le répéter. Mais celui qui est important maintenant, c'est le test qui permettrait de trouver des formes aiguës de la maladie pour détecter des foyers débutants, mais ils seront réservés aux gens qui ont des symptômes. Alors, on est à 5 minutes de l'heure prévue de fin, donc on va essayer on va respecter les horaires, on va essayer de répondre encore aux dernières questions. Là, j'en vois apparaître une. Est-ce que le vaccin contre la grippe saisonnière peut avoir protégé certains, c'est-à-dire empêcher la survenue de la maladie de la Covid-19 chez les gens qui ont reçu le vaccin de la grippe? Je comprends la question comme ça. La réponse est ce serait peu probable. Il n'y a vraiment aucune parenté entre les deux virus et les anticorps qu'on développe contre la grippe, que ce soit après une grippe naturelle ou après une vaccination antigrippale, ne peuvent pas protéger contre le coronavirus. Voilà. Donc, je vais prendre la suite. Y a-t-il beaucoup de tests sérologiques positifs alors que la PCR était négative? Alors, tout dépend de quand est-ce que la PCR a été faite. La PCR, elle va trouver le virus pendant la phase aiguë de la maladie. Donc, ça peut être 2 jours avant le début des symptômes, pendant toute la période symptomatique, et puis quelques jours après la fin des symptômes.
mais ça s'arrête là. Et si vous avez eu une PCR et qu'elle était négative, il n'est pas exclu que vous ayez un test sérologique positif, simplement si la PCR a été faite en dehors des moments où vous aviez du virus dans le nez ou dans la gorge, c'est-à-dire cette période qui va de 2 jours avant le début des symptômes à quelques jours après les symptômes, donc c'est possible. Et les cas asymptomatiques sont-ils en même proportion selon les âges? Je n'ai pas regardé de façon précise dans cette étude. C'est intéressant de le faire et je vais d'ailleurs le faire. Et ce qu'on sait de l'expérience, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait plus de formes asymptomatiques chez les plus jeunes parce qu'ils font des formes moins importantes de la maladie que les plus âgés. Donc je crois que c'est là où on va les trouver, mais je n'ai pas le chiffre alors qu'il existe et que ça fait partie des choses qu'on va regarder dès qu'on aura terminé. Merci pour cette question. Alors, on s'approche de la fin. Je voudrais vous donner une information. Cette étude-là qui a été conduite chez les lycéens et leur entourage au début du mois d'avril, on va la reproduire pour répondre également à ce même type de questions autour des plus jeunes enfants. Comme l'a dit tout à l'heure Arnaud Fontanet, on ne sait pas bien comment le virus circule, se transmet chez les jeunes enfants et de ces jeunes enfants à leurs parents. Et on va essayer de répondre à cette question chez les enfants qui fréquentent les écoles élémentaires de Crépy-en-Valois. On devrait mettre en place cette étude sur cet échantillon-là la semaine prochaine. Je vous donne l'information parce qu'il est possible que pour vous qui êtes des parents de lycéens, si vous considérez que c'est ce que vous êtes en majorité, vous êtes aussi peut-être parents de plus jeunes enfants et donc ne vous étonnez pas de recevoir une nouvelle sollicitation. Elle est destinée à reproduire en quelque sorte cette enquête sur une cible différente de plus jeunes enfants pour répondre aux mêmes questions. Comment le virus circule-t-il chez ces jeunes enfants et comment, à partir de ces jeunes enfants, le virus peut-il être transmis à leur entourage et en particulier à leur entourage familial. Voilà, le directeur des services informatiques de l'Institut Pasteur vient de nous envoyer un petit message pour nous dire que vous avez été 70 à participer à ce webinaire. J'espère que ça vous aura permis de répondre à vos questions et ça me donne l'occasion de vous remercier à nouveau pour votre participation non seulement à ce webinaire, mais aussi et surtout à l'enquête qui, comme on vous l'a dit et même répété, nous a apporté beaucoup d'informations. Et remercier à nouveau Madame la proviseure du lycée Jean Monnet et toute son équipe pour l'assistance qu'elle a apportée à la bonne réalisation de cette étude. Et puis, je veux aussi le dire à toute l'équipe de l'Institut Pasteur qui s'est mobilisée pour réaliser cette étude. On a été au plus fort de la période, une bonne dizaine mobilisée, avec un remerciement tout particulier à Isabelle Caillot qui a coordonné les aspects logistiques de cette opération. Je m'arrête là. Je te donne la parole de la fin, Arnaud. Oh, c'est juste pour réitérer les remerciements. Je pense que ça a été pour nous vraiment important et je le dis très sincèrement, je crois que cette étude va vraiment avoir un impact sur notre compréhension de la dynamique de l'évolution de ce virus en population. C'est extrêmement riche d'enseignements et je suis content d'une certaine façon, une communauté qui a été touchée comme la vôtre puisse, par sa participation à ces études, transformer ce qui a été extrêmement douloureux pour vous en une expérience positive pour les autres. Et votre donc, dévouement et participation font que la science avance et c'est notre rôle de chercheur et notre responsabilité de tirer le meilleur parti des informations que vous nous donnez et puis des échantillons de sang, puisque c'est là-dessus aussi que l'on travaille. Donc merci beaucoup et puis on aura l'occasion de rester en contact puisque, comme disait Bruno, voilà, une suite est prévue sur les enfants un peu plus jeunes et puis, voilà, j'espère que tout ceci nous permettra de sortir de cette crise tout à fait inédite dans l'histoire de
du monde, hein, du siècle qui vient de s'écouler, et c'est des efforts comme le vôtre qui nous y permettront.